Hello, hello, c'est Mélanie du blog Construire son indépendance et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous accueillons Ben qui va nous expliquer son parcours d'investisseur. Salut Mélanie, merci pour l'invitation pour cette interview, ça fait plaisir. Bah oui, carrément, c'est avec plaisir qu'on t'accueille et du coup, Ben, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire quel est ton métier? Alors moi j'ai 29 ans, je m'appelle Benjamin Bolla, je suis sur la région parisienne et je suis kinésithérapeute. Je bosse aussi pareil sur Paris et puis à côté de ça, un peu d'immobilier, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui je crois. Voilà, exactement. C'est le sujet de l'interview. Ok, donc tu es salarié et donc à côté, tu investis dans l'immobilier. Comment tu es arrivé à investir dans l'immobilier? C'est quoi le départ de cette action? Alors la seule chose c'est que je ne suis pas salarié moi même si j'ai un boulot quoi, mais je suis profession libérale D'accord. j'ai investi dans l'IMO. Alors, j'ai toujours tendance à dire que je suis rentré un peu par hasard dans l'immobilier. C'était une opportunité que j'ai eue. Peut-être on pourra développer un peu, mais l'idée, en fait, c'était de travailler et d'avoir des revenus, un salaire, etc. et de pouvoir faire quelque chose à côté. Parce que je me suis toujours dit que travailler, oui, c'était bien. J'adore ce que je fais, etc. Mais par contre, que j'allais certainement avoir envie de diminuer peut-être le temps de travail ou travailler différemment ou en tout cas préparer le futur dès aujourd'hui. Donc, c'était ça un peu l'idée, pourquoi je suis arrivé dans l'immobilier, pourquoi j'ai choisi l'immobilier, quoi. D'accord, ok. Et aujourd'hui, comment tu as commencé, comment tu as débuté dans l'immobilier? Est-ce que c'est parti d'une formation? Est-ce que tu as fait une rencontre? Comment tu as eu cette idée en fait? Alors, ça, c'est une bonne question. Pourquoi j'ai eu cette idée-là? Moi, dans ma famille, il n'y a personne qui faisait de l'immobilier personnellement. Je suis un peu l'ovni par rapport à ça. Ça s'est fait par hasard. En fait, j'étais locataire dans un appartement. Puis, dans le même immeuble, il y avait un appartement qui était en vente. Puis je me suis renseigné un petit peu là-dessus et je me suis dit, c'est étonnant quand même. Et si on pouvait avoir un appartement, on trouve un crédit, un loyer qui est à peu près kiff-kiff, et puis 15-20 ans après, le bien il appartient complètement à nous, plus à la banque, et puis on touche des loyers. Et je me suis dit, putain, c'est pas mal comme idée. Et donc, du coup, je me suis renseigné un petit peu plus. Puis finalement, j'ai investi avec ma compagne dans cet appartement. Donc, on a acheté cet appartement, qu'on a mis en location. Puis quand on a vu que ça marchait bien, on l'a refait. On l'a refait. Et on l'a fait de façon un peu autodidacte. Donc, moi, quand j'ai commencé à D'accord. investir, c'était en 2014. Donc, il y a quelques années déjà. Il n'y avait pas forcément, ou en tout cas, j'avais pas connaissance forcément de formation, de choses sur l'immobilier qui pouvaient m'être apportées par des séminaires, etc. Donc, je ne connaissais pas du tout ce milieu-là. Et donc, du coup, je l'ai fait en lisant quelques blogs. Alors, j'ai fait peut-être des conneries, mais j'ai aussi fait des trucs pas trop mal, a priori. Et ce qui a été cool, c'est que on a pu reproduire ces opérations-là à 3 reprises. Donc, on a fait 3 achats. Et par la suite, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué vis-à-vis de la banque. C'est-à-dire que la banque, elle n'allait plus, malgré le statut qu'on avait, etc., pouvoir nous prêter. Et en discutant avec différentes personnes, notamment un collègue à moi, il m'a parlé de formation dans l'immobilier. Et donc, du coup, c'est là où je me suis renseigné là-dessus. Je participe à des séminaires, j'ai suivi des formations. Et puis, j'ai pu recontinuer et re-investir dans l'IMO après ça. D'accord. Donc c'est top. En fait, depuis 2014, donc tu es quand même un précurseur. Ça fait finalement longtemps que tu investis pour ton jeune âge, parce que tu as 29 ans. En fait, tu as commencé Ouais. super jeune, du Ouais. coup. Donc ça, c'est top. Et donc globalement, qu'est-ce que tu as comme bien immobilier concrètement? Qu'est-ce que tu fais comme exploitation? Alors du coup, j'avais donc les 3 premiers investissements, c'était en région parisienne. Donc j'avais fait de la location meublée à l'année, je vais dire assez classique. Puis après, quand je suis changé un peu de secteur, j'ai investi dans un autre secteur, là où je viens, donc dans le sud de la France, dans le Var. Et puis là, j'ai investi principalement dans des colocations, parce que c'était D'accord. quelque chose qui n'était pas du tout développé, qui n'existait presque pas d'ailleurs dans la ville où je voulais en faire. Donc j'ai fait ça sur plusieurs appartements. J'ai également acheté un petit immeuble avec 6 logements. Donc il y a de la location vide, de la location meublée dedans. Et j'ai aussi passé des appartements que j'avais en location meublée en location courte durée. Donc à la fois des courtes durées, à la fois des longues durées, des colocs, du vide.
aussi. Et puis voilà, tout ça un petit peu Donc finalement, combiné. tu es expérimenté dans tous les types d'exploitation. Parce que là, tu es en train de me dire que tu as de la courte durée, de la longue durée, de la coloc. Donc, t'as tout fait. Bah, on essaye de faire pas mal de choses. Alors, il y a plein de choses que j'ai pas encore fait ou tenté, on va dire. Mais c'est vrai que je commence à avoir une certaine expérience dans plusieurs types de modes de location, modes d'exploitation, que ce soit de l'appartement, que ce soit de l'immeuble, que ce soit de la copro, de la monopropriété, que ce soit bah, voilà, quelque chose qui est assez contraignant en gestion, comme la location courte durée, voire pas du tout contraignant, comme la location plutôt vide, où les locataires vont rester longtemps, quoi. D'accord. Donc là, tu parles de contraintes de gestion. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toi qui gères ou est-ce que tu donnes cette tâche à quelqu'un d'autre? Alors, pour l'instant, je gère tout le temps. Enfin toujours, pardon. C'est-à-dire que, bon, alors sur les locations à l'année, meublées classiques ou vides, bon, c'est relativement peu de travail, je dirais enfin, c'est quasiment rien. Pour les colocations, il y a un petit peu plus de boulot. Si on devait donner un petit peu en termes de gradation de gestion, les colocs un peu plus de boulot parce qu'il y a un peu plus de turnover. Bah ouais, Donc ouais. ça, c'est Ouais, clair que bon, voilà, des locataires qui s'en vont, il faut en retrouver d'autres. Puis là, quand on a plusieurs colocations, bah, il y a toujours quasiment, je ne vais pas dire en permanence, une chambre qui est dispo. Et donc, du coup, on doit trouver du monde tout le temps. Mais c'est un petit peu le cas. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps. Et je dirais que le plus contraignant, en tout cas, ce qui semble le plus contraignant, c'est la location courte durée. Mais pour le coup, si on utilise des techniques et des stratégies qui permettent d'optimiser ça et d'automatiser ça surtout, bah, finalement, c'est pas le plus compliqué. Parce d'accord. qu'on peut globalement automatiser notamment le check-in, le check-out, tout ce qui est ménage, le linge, le nettoyage du linge, etc. Et dès qu'on a réussi à optimiser ça, à automatiser ça, bah, franchement, c'est pas beaucoup plus compliqué qu'un autre type de location. Ok. Donc là, aujourd'hui, est-ce que tu sais à peu près nous dire en termes de valeur patrimoniale ce que tu possèdes en termes d'immobilier? Est-ce que tu sais à peu Il y près? a... Alors, bah, c'est toujours un peu délicat parce que bon, si on dit une valeur patrimoniale, alors on sait que pas exactement combien ça va coûter, etc. On le saura que le jour où on le vend. Mais globalement, il doit y avoir un encours bancaire, j'ai quelque chose comme 1,4 million. Donc ça paraît être une grosse somme, mais voilà, c'est pas forcément. C'est des petites opérations à chaque fois, quoi. J'ai pas une opération qui est énorme. C'est des opérations qui sont entre 100 et 200 000 euros en général. Donc voilà, en termes de patrimoine, ça doit être aux alentours de 1,8 million, 1,9 million. C'est Voilà. top, hein, De franchement. valorisation, voilà. Après, bon, bah, on Ouais. le sait que quand on vend, etc. Mais pour donner un terme en nombre de lots, peut-être, ou d'appartements, là, du coup, j'ai, à l'heure aujourd'hui de l'interview, il reste 17 lots, 17 appartements. Alors, des colocs, pas des colocs, enfin, tout comme je vous ai dit, quoi. Et puis, voilà, ça fait un bon complément de revenus. Puis, ça Voilà. prépare le futur, quoi, clairement. On y vient, donc on y vient. Un bon complément de revenus. Donc aujourd'hui, donc j'imagine que ça te fait un cash flow. Est-ce que tu es d'accord pour nous partager un petit peu un montant de cash flow par rapport à ce revenu complémentaire? Combien tu gagnes finalement grâce à ces investissements? Alors, c'est vrai que donner un montant fixe, ça va être compliqué parce qu'il y a de la courte durée, etc. Donc, c'est Oui. toujours un petit peu délicat. Mais globalement, on est entre 5 et 6 000 euros de cash flow mensuel. Ouais. 5 et 6 000 euros. Et donc aujourd'hui, tu génères donc entre 5 et 6 000 euros par mois de revenus complémentaires. Est-ce que tu veux toujours continuer ton activité professionnelle ou est-ce que tu vas complètement passer du coup sur l'immobilier? Puisque là, concrètement, tu peux largement en vivre. Alors, du coup, tout seul, je ne sais pas ta situation. Est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu as une femme? Je viens de voir une dame passer. Je pense que Ouais, tout c'est à ta fait. Ouais. femme. Ben ouais, donc je suis en couple, puis j'ai une petite fille, voilà. Donc voilà. Bonjour. Ça passe pas. Ah, Ok. désolé, la chambre elle est là-haut, alors il fallait la C'est chercher. pas Donc j'ai grave, une il n'y a petite pas de fille souci. et ma compagne, donc on est trois, donc entre guillemets, pour vivre avec ce revenu-là, ça serait faisable. Quoique on est en région parisienne, c'est pas forcément easy non plus. Mais en fait, dans l'idée, on est jamais parti dans l'idée de se dire, bah, on va arrêter le boulot et on va Ouais. faire que de l'IMO. Parce que en fait, on aime beaucoup notre job aussi. Alors, Ok. l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le continuer, mais certainement d'une façon différente. Donc là, bah, effectivement, il a la petite fille, donc il va falloir prendre un peu de temps, et ça fait plaisir de pouvoir prendre du temps, euh, plus de congés, entre guillemets. Donc, bah, c'est vrai que, par exemple, pour le cas des parents ou des papas ou des jeunes papas, il y a 11 jours légaux. Bon, bah, moi, j'ai pris bien plus que les 11 jours légaux, quoi. Et ça, c'est vraiment cool de pouvoir avoir cette possibilité-là, en fait, de pas se prendre trop la tête à se dire bah est-ce que ça
je vais pas gagner d'argent ou quoi que ce soit avec le boulot. Finalement, c'est plutôt cool de ce point de vue-là. Et du coup, je vais continuer à bosser. Moi, j'ai déjà un peu réduit mon temps de travail, clairement. Ma compagne aussi, puis on va pouvoir s'occuper de la petite, profiter un peu plus du quotidien, on va dire, et être moins dans le rush. Et je sais qu'il y a beaucoup notamment dans les professions libérales de santé, ou les professions libérales en général, ou des entreprises, quand on a une boîte, parce que finalement on est à notre compte, on gère notre propre entreprise, c'est la tendance à faire des 8h, 20h du lundi au vendredi, voire plus. Ça, c'est plus pour moi, quoi. Et s'il y a un truc que l'immobilier ça m'a permis, c'est de pouvoir relâcher ou un peu lever le pied vis-à-vis de ça et d'avoir quelque chose à côté, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Ça te permet d'être plus libre, en fait. C'est juste incroyable, tu vois. T'as plus de temps pour ta famille, t'es moins stressé, tu prends des meilleures décisions, tu prends le temps de prendre des meilleures décisions parce que justement, t'es pas stressé par l'argent, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Ok. Ouais, je suis clairement d'accord, c'est vraiment la liberté, puis c'est toujours ce que j'ai entre guillemets voulu, quoi, et recherché. Ouais. Et tu dis, on prend des meilleures décisions, et ça, je suis convaincu aussi. Quand on n'a plus, entre guillemets, cette épée de Damoclès de se dire, il faut qu'on puisse avoir de l'argent pour payer le loyer, de l'argent pour payer les factures, machin. À côté de ça, on prend un peu plus de recul, puis on voit beaucoup plus largement les choses, beaucoup plus de façon objective peut-être, Ouais. et moins avec ce couteau sous la gorge. Alors j'exagère un peu, hein, puis, mais pour le dire, c'était un peu comme ça, et cette sécurité-là, elle est vraiment agréable. Ok. Et donc, tout à l'heure, tu disais peut-être que tu as fait des erreurs en immobilier et c'est important de partager aussi les erreurs que tu as faites. Est-ce que tu en as eu quelques-unes en tête d'erreurs que tu as faites et que tu aimerais partager pour qu'on évite de faire les mêmes? Ouais, Voilà. je le dis souvent, c'est la première erreur pour ce premier bien immobilier que j'ai acheté. J'étais autodidacte. Je connaissais rien ou presque rien. Pour donner un exemple sur une erreur, c'est que l'appartement était en vente par une agence, sauf que je connaissais directement le propriétaire qui habitait 2 étages au-dessus. Mais moi, je n'ai pas pensé aller voir le Ah ouais, propriétaire en tu te dis, direct. je vais passer par l'agence. Je passais par l'agence, bon, ça m'a fait perdre 17 000 euros, mais bon, ça a peut-être garanti le compromis, peu importe, etc. Mais j'y connaissais pas grand-chose. Donc ça, c'est une première erreur que j'ai pu faire. Si je cite une erreur fiscale aussi que j'ai faite au départ, alors bon, j'avais fait du meublé, je m'étais dit, bon, voilà, on fait du meublé, c'était plutôt pas trop mal, quoi. Je m'étais pas trop Trompé, planté, ouais. parce que je trouvais que c'était le bon statut pour faire ce que je voulais faire, etc. Sauf que j'ai pas choisi le bon régime fiscal dans le meublé. Au lieu de me mettre au régime, alors il y a deux régimes, je rentre un peu dans le détail, mais il y a le régime micro, le régime réel. Moi, au lieu de choisir le régime réel, qui est souvent plus intéressant, j'ai choisi le régime micro. À la fin de l'année, enfin pas à la fin de l'année, à la fin de la deuxième année, je m'en suis rendu compte avec le comptable que j'avais pris, parce que je m'étais dit, comme ça m'évite de prendre un comptable, c'est plus facile de déclarer, etc. À la fin de la deuxième année, il m'a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Aïe, Donc, aïe, 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 aïe. on a réussi à rattraper le coup, mais les impôts ils ont plutôt été cool avec ça. Ils ont accepté de changer le régime, donc c'était bon, j'ai pu récupérer. Mais ça, c'est deux petites erreurs que j'ai pu faire. Je dirais après, la troisième, c'est surtout d'avoir pensé que je savais, ou parce que je l'avais fait 2, 3 fois, que j'étais capable de le faire à volonté et que, entre guillemets, je savais mieux que tout le monde le faire. Donc, peut-être un peu au départ, peut-être un manque d'humilité. Puis quand j'ai Ouais. rencontré d'autres personnes, parce que je le faisais un peu de mon côté, moi je connaissais personne qui faisait de l'immobilier vraiment dans mon entourage, à part quelques amis qui avaient acheté leur résidence principale finalement quelques années plus tard ou à peu près à cette période-là, personne ne faisait d'investissement locatif. Donc je connaissais personne honnêtement qui faisait de l'immobilier locatif, des investissements comme je faisais. Et donc le fait d'avoir rencontré des gens et le fait de s'être formé, d'en avoir appris beaucoup plus, c'est vraiment ça qui m'a, je pense, évité de faire d'autres erreurs. J'en ai pas fait tant que ça finalement, mais j'aurais pu en faire beaucoup plus, je pense. Et donc là, aujourd'hui, tu as investi en société maintenant ou tu investis Alors, j'ai toujours? plusieurs modes d'investissement, parce que, alors, à côté, j'ai le cabinet, j'ai d'autres structures et d'autres sociétés. Donc, j'ai des montages en nom propre, en personne physique, j'investis seul. J'ai des montages en société SCI, qui sont à l'IS, avec plusieurs SCI d'ailleurs. Et voilà, en gros, un peu les modes d'exploitation et de détention plutôt. Donc, soit en nom D'accord. propre, personne physique, soit en société. Ouais. Ok. Et donc tout à l'heure, tu disais donc tu investis avec ta femme. Aujourd'hui, tu investis essentiellement avec ta femme ou tu t'associes aussi à d'autres personnes pour des projets? Alors, pour les projets que j'ai actuellement, je suis associé dans tous les projets avec elle.
Donc, dans les SCI, on a plus ou moins les mêmes pourcentages ou pas. En indivision, quand on est en personne physique, on est à 50-50, on va dire. Donc, j'investis avec elle. Là, j'ai eu des propositions pour investir avec d'autres personnes, ou en tout cas pour que d'autres personnes, en gros, s'associent à moi. C'est-à-dire que moi, je leur ai amené les compétences sur l'immobilier, la négociation, le fait de trouver des biens. Et eux, ils ont, entre guillemets, de l'argent à placer. Ou la situation qui leur permet d'emprunter. Donc, ça peut être des amis, des connaissances ou des relations, entre guillemets, business. Donc ça va se faire courant de l'année. Ça, c'est dans l'optique de cette année. Et j'ai également certains biens, certainement, que j'aurai peut-être seul aussi. Donc, voilà, on a différentes choses. En tout cas, c'est vrai que au départ, la facilité, c'est de le faire par soi-même ou dans son couple, enfin, avec son conjoint, sa conjointe. Je pense que ça fonctionne très bien. Par la suite, il y a beaucoup plus de possibilités avec la famille. Si on s'entend bien avec la famille, peut-être les frères et sœurs, les parents, etc., ça se fait pas mal. Ou alors avec des associés extérieurs. Et là, ça devient encore un niveau un peu plus, je trouve, plus avancé. Parce qu'avant d'arriver à ce niveau-là, je pense qu'il faut avoir fait ses propres armes tout seul, peut-être de son côté en tout cas. Ah ouais. Alors, je t'ai posé la question par rapport à l'investissement en couple parce que c'est souvent une question qu'on me pose puisque moi j'investis aussi avec mon conjoint et souvent les gens me disent ouais non mais investir avec son conjoint c'est pas forcément conseillé etc. Donc ça c'est une bonne réflexion à avoir aussi. Est-ce que toi du coup tu t'es même pas posé la question, tu t'es dit ouais c'est une évidence, ça va fonctionner, ou est-ce que quand même tu t'es quand même posé la question, est-ce que c'est intelligent de le faire? Voilà, est-ce que tu as une réflexion par rapport à ça? Je pense que c'est complètement intelligent d'y penser, de se dire est-ce que c'est la bonne chose à faire. Par contre, après, il n'y a aucun engagement et moi, je me suis dit je vais le faire avec ma conjointe. Puis, dans l'optique où si on envisage déjà que ça va mal se passer ou quoi que ce soit, oui, c'est peut-être pas l'idéal de le faire. Après, on avait l'avantage aussi, c'est d'avoir le même objectif en tout cas. Voilà. C'est-à-dire que j'étais peut-être un peu plus le moteur là-dessus, etc. Mais elle m'a complètement suivi. Et on est tous les deux à gérer les projets. D'ailleurs, c'est elle qui a une part importante dans les invests parce qu'elle gère toute la partie des travaux, l'ameublement, la déco, etc. Et moi, je gère tout le reste. Donc, on s'est même séparé un petit peu les tâches. Donc, ça, c'est assez cool. Mais c'est vrai qu'il y a deux personnes qui sont en couple, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Et puis ça, je le vois aussi souvent avec des amis, des proches ou des personnes qu'on rencontre avec qui on discute. Des fois, il y en a un des deux qui est moteur, qui a vraiment envie de faire ça. L'autre qui dit non, mais c'est pas du tout la peine de le faire. Moi, ça m'intéresse pas. Je pense pas qu'il faille forcer les choses non plus. Et puis, on peut malgré tout faire ça un peu de son côté aussi, quoi. Voilà. Alors, après, il faut voir. Et sinon, il y a aussi des statuts pour se protéger, parce qu'effectivement, c'est vrai que le statut de l'indivision, donc quand on achète en tant que personne physique, ça, par exemple une indivision à 50-50, c'est vrai que s'il y a un problème à un moment donné et que l'un des deux veut vendre, l'autre sera contraint de vendre aussi. Donc ça, c'est possible de l'anticiper avec des sociétés. Mais je pense qu'il faut vraiment y réfléchir dès le départ. Et je pense que la première chose, c'est vérifier que les valeurs, elles sont un peu en accord et les objectifs sont communs, quoi. Ouais, moi, je pense que je partage totalement ta vision. En fait, il faut justement que la vision et les objectifs soient communs et qu'on regarde dans la même direction, en fait. Je pense que c'est ça ce qui est important. Et c'est d'ailleurs tout aussi important pour tes futurs investissements avec d'autres personnes en dehors de ton conjointe, que vous ayez la même vision du business, quoi. Parce que si la personne avec qui tu t'associes veut par exemple vendre dans les 2 ans à venir et que toi tu veux le garder sur le long terme, ça va pas fonctionner. Donc je pense que c'est hyper important d'en discuter dès le départ, de se dire ok, c'est quoi ta vision pour toi dans cet investissement pour pouvoir faire les meilleurs compromis possibles, quoi. Voilà. Ok. Et donc du coup, aujourd'hui, donc tu as l'activité de l'immobilier, tu as ton activité perso, ton job. Est-ce que tu as d'autres revenus alternatifs que tu développes? Alors oui, tu en as parlé, on a une activité un peu dans l'immobilier en ligne aussi, où on accompagne des investisseurs pour les aider à se lancer. Donc on fait de l'accompagnement de ce point de vue-là. Donc ça, c'est une autre facette, et c'est ce qui me plaît beaucoup aussi comme activité, parce que on contribue en fait. Et alors j'ai eu tendance à lancer ça au départ parce que à force d'aider la famille, les amis, les proches, plus ou moins proches, qui voyaient ce qu'on faisait. Alors au début, il y a toujours nous on fera pas ça. Ensuite, ils voient que ça marche, donc ils disent qu'est-ce que tu fais? Et ensuite, moi je veux faire pareil. Donc voilà. Là, je suis dans ce stade-là, je veux faire pareil. Donc une fois que j'ai aidé pas mal de monde à le faire, je me suis dit c'est un peu dommage entre guillemets de le limiter
à que des proches, des connaissances, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça un petit peu plus de manière un peu plus professionnelle? Encore une fois, l'idée, ce n'était pas d'en faire mon job non plus du tout. C'est de faire quelque chose à côté et puis de pouvoir recontribuer et retransmettre un peu des choses qu'on a eues dans le passé. Et du coup, à l'occasion d'un séminaire, et puis j'ai rencontré mon associé Tim qui t'a déjà interviewé également sur notre chaîne. Et puis, on a discuté. Pareil, on a bien matché. On a vu qu'on avait des objectifs assez communs. Et du coup, on s'est associé sur ce projet-là d'Investimo Performance. Et puis, du coup, ça, c'est un autre pan, on va dire, plus entreprise, entrepreneuriat, business en ligne et physique d'ailleurs, parce que on fait aussi du présentiel, etc. Mais voilà, ça, c'était notre façon de développer aussi des revenus. Je mettrai le lien de ta chaîne YouTube juste en dessous. Donc, du coup, pour toutes les personnes qui souhaitent investir et qui souhaitent débuter dans l'investissement, voilà, vous pourrez poser plein de questions à Tim et Ben. Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 conseils, voilà, les fameux 3 conseils à des personnes qui ont envie de se lancer dans l'investissement immobilier, qui ne sont pas forcément aussi expérimentées que toi et voilà, qui ont envie de se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Qu'est-ce que toi, tu ferais là aujourd'hui avec toute ton expérience? Tu dirais, ok, si je recommence, par quoi je commence? Si je recommence, par quoi je commence? La première chose, je dirais, c'est de se former et de s'informer. Alors, ça paraît un petit peu, tout le monde répète un peu la même chose, mais honnêtement, pour y être passé, j'ai vu vraiment la différence entre je suis formé et je suis pas formé, j'ai vraiment des connaissances, j'ai pas de connaissances. Donc, quand on fait un boulot, une activité, on apprend au départ et ensuite on fait. Alors moi, j'ai fait un peu dans l'autre sens. J'ai un peu fait en même temps que j'ai appris, etc. C'est une façon de faire aussi. Mais honnêtement, pour moi, dans l'immobilier, maintenant je le vois, ça pourrait être dans plein de choses. Mais quand on se lance dans un business, dans un entrepreneuriat, parce que finalement, l'immobilier, pour moi, c'est comme de l'entrepreneuriat. On gère un projet. C'est bien si on nous a un peu appris, briefé. Alors, on apprendra des choses sur le tard, etc. C'est normal. Mais d'avoir, je dirais, le bagage minimal de connaissances pour réussir. Et d'autant plus que les erreurs, elles coûtent assez cher. Honnêtement, ou les connaissances supplémentaires vous font gagner beaucoup d'argent, de temps, évite des galères, etc. Donc ça serait le numéro 1. Le numéro 2, ça serait, moi j'aimais beaucoup les chiffres, c'est-à-dire que je regardais les chiffres des investissements, les rentabilités, etc. Donc, une fois que c'est tout calculé, il faut se dire qu'il faut y aller. Et oui. Et ça, c'est la deuxième chose, c'est que c'est plus tout ce qu'on appelle mindset, l'état d'esprit, etc. C'est qu'à un moment donné, les chiffres, la théorie, c'est très, très bien. Mais s'il n'y a pas d'action derrière, si vous ne faites pas un appel pour une agence immobilière, pour un bien, si vous ne visitez pas un bien réellement, si vous ne faites pas vraiment d'offre d'achat, etc., ça ne va pas avancer, quoi. Et vous aurez beau avoir les meilleures connaissances du monde, si vous ne faites rien derrière, ça ira pas. Ça sert à rien, ouais. Vous allez rester au point de départ, vous allez être des très bons théoriciens, vous allez maîtriser parfaitement les connaissances, mais vous n'allez pas aller derrière. Et c'est d'ailleurs ce que je vois, je trouve malheureusement dans pas mal à la suite de formations, mais dans n'importe quel domaine en fait. C'est sur les gens qui vont se former, qui vont acheter des formations, qui vont lire des bouquins, etc. Sur 100 personnes, combien il y en a qui vont réellement faire quelque chose derrière? Et je pense que c'est entre 10 et 15% à peu près, donc c'est très très faible. C'est très très faible et pourtant c'est 10 à 15% qui vont faire les choses, qui vont appliquer les étapes au quotidien. Encore une fois, dans n'importe quel domaine, c'est ceux qui vont réussir, ceux qui vont marcher, qui vont réussir à avancer. Peut-être qu'ils vont un peu se casser la gueule, mais qui vont finalement réussir à trouver pour remonter et enchaîner des solutions. Et c'est un véritable apprentissage. C'est comme ça que ça marche en fait. C'est en faisant quelques petits ratés au départ, on s'améliore jusqu'à devenir entre guillemets bon. Et encore bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais un peu meilleur qu'au départ, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est le fait de se lancer et d'y aller. Une troisième chose, je dirais encore un peu dans l'esprit de mindset, c'est de ne pas avoir peur de faire des choses, de ne pas avoir peur d'y aller. Et souvent, au départ, il y a la tendance à avoir des objections par son entourage, ses proches peut-être. Alors, ça peut être sa famille. Alors, moi, ça n'a pas été le cas. Ça peut être des mentors qu'on a ou des personnes un peu plus expérimentées qui nous disent c'est pas forcément la bonne chose à faire, etc. Ça peut être des frères, des sœurs, etc. Peu importe, mais des personnes qui vont avoir tendance à dire non,
faut pas y aller, c'est pas une bonne chose, c'est une connerie, etc., etc. Et donc d'être fort, de Ouais. réussir à avoir de la confiance en soi. Alors c'est difficile, hein, ça se travaille. À parfois couper un petit peu avec certaines personnes ou pas parler de certaines choses avec certaines personnes pour éviter de devoir rentrer dans une justification, de devoir s'expliquer, argumenter alors qu'on n'a pas forcément envie. Enfin, on n'est pas là pour ça, quoi. Déjà que c'est pas forcément un moment agréable de se lancer dans une nouvelle activité. Si en plus on se prend des coups dessus et C'est en se clair. disant pas rater, ça va pas aller. Et appliquer à l'immobilier, c'est tu n'auras pas de locataire, les locataires ils payent pas, ils vont tout Mm. te péter. Et de toute façon, pourquoi tu veux emprunter, pourquoi tu n'achètes pas ta résidence principale, nanana. Enfin, je les connais tous, les arguments qu'on va pouvoir donner à quelqu'un pour essayer de le démonter. Ouais. Si vous écoutez ça, vous allez vous retrouver dans une situation qui n'est pas confortable. Donc, il faut essayer de se blinder un petit peu là-dessus pour pouvoir avancer, quoi. Pour pouvoir avancer encore une fois Mm. et de s'entourer de personnes positives, d'aller sur les chaînes YouTube revoir des gens qui ont fait des trucs, Voilà. aller voir des lives, aller à des événements physiques, rencontrer des personnes positives, éteindre la télé, BFM Télé et compagnie et en général ça va mieux après. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, bah, Voilà. super. Bah, merci pour ces super conseils. Ouais, je partage tout ce que tu viens de dire. Surtout la question de l'entourage que moi aussi j'ai pu vivre. Et du coup, bah, de toute façon, comme tous les investisseurs, je pense au début, quand tu commences, c'est vraiment sonnette d'alarme, pourquoi tu fais ça, etc. Et en fin de compte, c'est vraiment ce que tu dis. Il faut se blinder par rapport à ça. Et après, ces personnes-là qui t'ont peut-être mis des freins, ce sera les premières personnes à t'encourager par la suite et à venir te demander des conseils. Ouais, c'est souvent le cas. Souvent le cas. Alors, j'ai donné trois clés, on va dire, plus dans la tête, dans l'état d'esprit, en Mm. fait, plus que dans le concret. Si j'en donnais une dans le concret, concret immobilier, ça serait de pas mettre les yeux dans le même panier, tous les œufs dans le même panier. Donc, Ouais, c'est la diversification. La diversification à plein d'échelles. Alors, à l'échelle de base d'un investisseur qui va faire un ou deux investissements, c'est peut-être d'investir avec différents types de modes de location. Donc, j'ai parlé, moi, j'ai de la coloc, du meublé, du vide, un immeuble, un appartement, etc. Donc, c'est d'essayer de varier peut-être la fiscalité, peut-être varier la surface des logements, peut-être varier la ville, la localisation. Parce que bah, du coup, si on a tous les investissements dans une même ville, que bah, la ville, pour je ne sais quelle raison, elle perd 10% au niveau du mètre carré, du prix du mètre carré, bah, vous avez perdu 10% sur tous vos invests. Donc, si vous avez des invests à plusieurs endroits, bah, peut-être il y a des villes qui vont bien monter, d'autres qui vont baisser, mais ça va se compenser. Vous n'aurez pas trop d'impact en fait chez vous. En ce moment, là, on est en période de confinement. Les personnes qui font de la location courte durée, des locations saisonnières, c'est un peu plus compliqué. Alors, ça Mhm. va être temporaire, ça ne va pas durer toute la vie, etc. Mais c'est une période compliquée. Alors que si on a un peu de courte durée, mais un peu autre chose aussi, finalement, on ne le voit pas trop passer. Ouais. Et puis, même à une plus grande échelle, puis là, c'est un peu aussi ce dont je suis en train de penser, c'est de lisser avec différents pays, donc avec des investissements peut-être même à l'étranger. Et quand on parle à l'étranger, donc là, on pourrait penser les pays frontaliers à la France, par exemple l'Europe, mais on peut aussi penser à une diversification en termes de monnaie, c'est-à-dire investir dans différentes devises, en fait, en euros, en dollars, donc si on va aux US, en dollars canadiens, ou je ne sais pas où c'est qu'on pourrait investir, mais l'idée après, je pense, c'est de penser un peu plus loin, de voir un peu plus grand. Et j'avais pas du tout cette pensée-là au départ. Hein. Au départ, c'était B.A.-ba, je fais un appartement, on verra bien. Mais au fur et à mesure, on voit de plus en plus largement un peu l'image, un peu plus grande, avec un plus gros dézoom. Et on peut penser à plus de diversification à différentes échelles, comme je viens de les donner là. Voilà. Ça, c'est la conseil C'est plus hyper immobilier. intéressant ce que tu viens de dire. Oui, c'est vrai que effectivement, tu vois, moi, je suis pas du tout encore à cette étape. Et mais j'ai des collègues qui investissent déjà aux États-Unis. Donc, toi, tu parles de différentes monnaies. Est-ce que tu as déjà une idée, j'imagine, de ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux nous en parler? Alors non, j'ai pas d'idée concrète. Alors, je peux en parler, mais j'ai pas d'idée concrète parce que pour l'instant, je l'ai pas fait. Moi, je suis resté sur la France justement, mais là, je suis à un moment où je me dis, peut-être ça sera l'occasion. Alors, il faut déjà savoir que pour investir à l'étranger, si je me suis pas mal renseigné, il y a plein de pays qui peuvent être intéressants. Il y a quelques années, effectivement, c'était les US. Il y a eu le Portugal. Il y a eu des pays un petit peu plus en Europe de l'Est, la Hongrie, l'Estonie, où on en a parlé Mm. pas mal. Il y a en ce moment aussi des investissements sur Bali, Ouais. donc qui font pas mal rêver avec de la construction, etc. Donc il y a plein de choses qui sont possibles. Euh,
je ne sais pas du tout ce que je ferais, si je le ferais ou pas d'ailleurs. Moi, je pense qu'il y a un continent qui est sous-exploité, c'est l'Afrique. Et exploité en termes immobiliers, il y a très peu de logements, il y a de très beaux lieux où on peut aller. J'ai déjà parlé avec des investisseurs qui ont fait, notamment au Sénégal, et qui ont fait des investissements au Sénégal avec des jolis complexes, des belles maisons qui peuvent faire en location saisonnière ou qui peuvent même y habiter. C'est des résidences secondaires parfois, mais c'est des beaux investissements aussi qui peuvent être patrimoniaux. Moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais il faut voir, il faut vraiment analyser et puis surtout, il faut avoir un peu aussi de cash. Ouais, c'est ce Parce que que j'allais te dire. pour le coup, acheter à l'étranger, c'est pas la même chose qu'acheter en France. En France, on a cette immense opportunité, chance. Du Et crédit. pour le coup, c'est vraiment une chance. Il y a plein d'inconvénients à la France aussi, hein, mais bon, on n'est pas là pour les retracer. Moi, je vois le côté positif. C'est qu'on a la possibilité d'emprunter la totalité ou quasiment, alors plus ou moins selon les types de projets, etc. Mais donc de mettre 0 € d'apport, parfois, ça m'est arrivé souvent, et d'avoir un investissement immobilier qui tourne avec du cash flow éventuellement, etc. Si vous voulez faire ça dans un autre pays, vous ne pourrez pas. Il n'y a aucun autre pays qui vous permet de faire de l'emprunt immobilier quand vous êtes résident du pays à 100%, à 110%, voire même plus avec les travaux, etc. Et du coup, et donc ça sera la même chose pour un Français qui veut acheter à l'étranger. Il faudra mettre de l'apport, voire il faudra payer quasiment tout cash, ou il faudra faire d'autres types de crédits, des crédits plus conso, peut-être des choses comme ça. Mais c'est plus délicat d'emprunter pour de l'immobilier ailleurs qu'en France. Je voyais des personnes qui vont emprunter pour la Suisse, par exemple. En Suisse, c'est 20-30% d'apport avec des prix au mètre carré qui sont énormes. Là, maintenant, au Portugal, c'était 15-20% d'apport aussi jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Alors, à part certaines banques qui sont franco-portugaises, qui ont des antennes en France, c'est possible. Pour les US, il y a la plupart des gens qui font des crédits conso, en fait. Parce que les prix des biens dans les secteurs où ils vont acheter, ils vont faire des crédits consommation sur 5-10 ans. Avec une partie d'apport, une partie en crédit conso qui vont financer des biens dans les 50, 60, 70 000 dollars. Pas si cher que ça pour certains endroits, en fait, qui ont été complètement anéantis par la crise de 2008. Donc voilà, un petit peu les idées. Ouais, super intéressant. C'est vrai que j'avais commencé à me renseigner aussi de mon côté, à me dire, waouh, un investissement à l'étranger, ce serait génial. Et en fait, quand tu te rends compte qu'il faut quand même avoir un petit peu de cash avant tout ça, je me suis dit, je vais déjà construire des bonnes bases en France et puis faire un petit peu comme toi, finalement, suivre un peu, marcher dans tes pas, comme on dit, pour ensuite pouvoir investir à l'étranger. Mais c'est vrai qu'il faut pas penser que c'est gratos d'aller investir à l'étranger comme ça peut être avec le crédit, du moins en France, quoi. Donc, il faut déjà avoir des bonnes bases. Ou alors une belle entreprise qui tourne. Voilà. Après, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Voilà. Ok, bon bah écoute, merci pour tous ces petits conseils. Est-ce que tu veux finir par une anecdote ou quelque chose que tu aimerais nous partager, une petite phrase motivante? Qu'est-ce que tu dis souvent? Moi, je me dis souvent qu'il faut rien lâcher. Je me dis souvent que c'est un parcours semé d'embûches, que quand vous êtes investisseur, c'est comme gérer une boîte, une entreprise. Donc finalement, vous êtes un petit peu votre propre chef, entre guillemets, et puis vous devez mener votre barque jusqu'à la réussite ou la faire grossir, votre barque, même éventuellement, on pourrait penser à ça. Et souvent, ça fait des hauts et des bas. Donc il y a des moments où vous êtes hyper content, ça marche bien. Je vais vous donner l'exemple du jour où vous avez réussi une belle négo, vous avez une offre d'achat acceptée, un crédit immobilier qui va bien et le jour où vous touchez vos loyers. Et il y a des moments où c'est un peu la galère et vous êtes dans le creux de la vague. Donc, quand vous avez fait 10 visites, il n'y en a aucune qui va. Quand votre négo d'un appartement que vous vouliez, elle vous passe sous le nez. Quand la banque, elle vous dit non. Et quand les travaux, ils se passent mal, que l'artisan, il a fait des conneries. Ou que vous avez un loyer impayé. Encore une fois, je touche du bois, j'en ai pas eu, mais voilà. Et tous ces moments-là, ils sont des moments de down, il y a des moments de haut. Puis il faut essayer de penser au positif, d'essayer de voir maximum du positif, essayer de s'en rapprocher en tout cas le plus possible, parce que honnêtement, il y a beaucoup de galères, c'est vrai, mais il y a quand même, je trouve, plus de positif que de négatif, mine de rien. Mais souvent, on a tendance à se focaliser sur le négatif. Et c'est pour ça que les gens ils vont vous dire n'investis pas parce que les mecs ils vont tout péter, parce que les artisans ils vont abuser, ils vont te prendre des tarifs énormes, parce que ceci, parce que cela. Mais finalement, ce que je disais sur les 25, quelque chose comme ça de locataires qu'on a, même s'il y en a un qui ne paye pas, alors oui, il y a des gens qui vont se focaliser sur ce un qui ne paye pas, mais moi je me focalise sur les 24 qui payent, ou moins ou plus, peu importe en fait. Et du coup,
il n'y a pas trop Ça de passe. problème. Donc, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre et se focaliser sur les points positifs, d'avoir voilà, cette vision un petit peu large d'entrepreneur. Je pense que c'est vraiment intéressant. Puis d'y aller, quoi. Il faut se lancer à un Ouais, moment donné. c'est ça, faut y aller. Bon, bah écoute, merci Ben pour cette belle interview. Franchement, c'était top. Merci pour tous tes conseils. Tu as plein de choses à nous inspirer et plein de choses à nous apprendre, j'imagine. Donc voilà, je mettrai bien ta chaîne YouTube pour que les gens puissent te suivre et suivre tes aventures. Donc voilà, bah, je te remercie beaucoup pour cette interview. Eh ben, merci à toi. À très bientôt à tous tes abonnés, à toute ta communauté. Puis, avec plaisir de se retrouver sur notre chaîne ou ailleurs. Pas de problème. Carrément. Salut. Merci Ben, salut.